Salut à tous, c'est Xpariboy et bienvenue dans ce deuxième épisode de Masque. Cet épisode parlera de Pierre Laval, alors c'est parti. Pierre Laval était un politicien du XXe siècle. Il fut appelé en 1903 pour faire un service militaire d'1 an. Il n'y fut que simple soldat et n'accomplit pas grand chose pendant cette période. Il fut réformé définitif pour cause de varices. Voilà, c'est ce truc là. Ah oui, je sais, c'est moche. Je voulais vous le montrer. Bref, passons. Il deviendra donc en 1909 avocat, et le restera jusqu'en 1914. À partir de 1914, il est élu député à l'âge de 31 ans, ce qui fait de lui le plus jeune député de l'époque. Lorsque ces putains de ces gentils allemands nous déclarent la guerre en 1914, Laval ne renie pas ses convictions pacifistes. Néanmoins, il ne fait pas obstruction à l'union sacrée. Mais vous me direz, dis-moi Xpariboy, c'est quoi l'union sacrée? Ou alors vous me direz, on le sait déjà, arrête de nous faire chier. Eh bien Billy, il y a des gens qui ne le savent pas, Billy, parce que tout le monde n'est pas comme toi, Billy. Alors maintenant Billy, tu vas te taire et tu vas t'asseoir. Billy. Donc, l'Union Sacrée, c'est le nom d'un mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Français de toute tendance lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est la définition Wikipédia. Mais donc, notre Pierrot, étant donné qu'il est exempté définitif, il ne fut pas mobilisé et ne participa donc pas à ce joyeux bordel qu'est l'Europe de 14-18. En 1923, il devient le gentil maire d'Aubervilliers. Puis, tout s'enchaîne. De maire, il passe aux élections législatives, abandonne son mandat de député pour celui de sénateur de la Seine, puis il est réélu maire en 1925, il est donc sénateur/maire, et continue même son activité privée en tant qu'avocat, puis entre en 1927 et 1931, il rachète beaucoup d'entreprises journalistiques, puis les revend à Raymond Patenautre, il a ainsi les moyens de rembourser ses dettes, et de plus, garder le contrôle politique sur ses journaux. Un génie ce gars. Puis, en 1931, il rachète le château de son village natal, Châteldon, et il s'impliquera sur la remise en service des 3 sources thermales, qu'il a en sa possession, ce qui offrira une cinquantaine d'emplois. Il possède également, depuis 1923, un terrain où il élève ses chevaux, car ses deux passions dans la vie sont la politique et les animaux. Mais il revendra en 1936 son terrain pour un bon bénéfice. Donc, si nous devions résumer, Pierre Laval est un défenseur de la loi, il est avocat et politicien, il est maire d'une ville, il est fervent adepte de la cause animale et il permit, grâce à ses nombreux achats, d'offrir une multitude d'emplois. On ne peut qu'en dire du bien. Bien, à présent, il est temps de faire tomber le masque. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate et que les Belges se font rouler dessus alors qu'ils étaient neutres, dédicace à vous les poteaux, Pierre Laval est nommé comme vice-président du Conseil de Vichy. Il signe donc tous les décrets du gouvernement, /antisémite, /antimaçonnique, /nazi. À ses yeux, la collaboration avec l'Allemagne est LA grande politique sur laquelle il doit attacher son nom. Pierre développa des rapports étroits avec un ambassadeur allemand qui lui faisait croire que le Führer est prêt à accorder une place privilégiée aux vaincus et à la France dans l'Europe sous la domination nazie. Laval rencontra donc tonton Adolphe le 22 octobre 1940, où il proposera une alliance avec l'Allemagne. 2 jours après, Hitler et Pétain font la symbolique poignée de main qui engage la France dans une collaboration d'État. Le 9 novembre, Laval propose que la France soit engagée de manière irréversible dans la collaboration avec l'Allemagne. Est-ce que vous sentez comment il nous enfonce dans les méandres du respect? Par la suite, des rencontres au sommet ont lieu, ce qui laisse prévoir une collaboration militaire entre les deux pays. Laval se dit un bon jour, tiens, et si je faisais des petits gestes pour le Führer sans rien lui demander en retour? Ce qu'il fit, il lui offrit donc l'or de la Banque Nationale de Belgique, encore vous les Belges, je vous fais des bisous, il lui donne des participations françaises dans les mines de cuivre et de bore, les plus importantes d'Europe, bien évidemment, ce métal si utile pendant la guerre. Mais Pétain, trouvant que Laval prenait ses décisions un peu hâtives et surtout indépendamment des autres, décida de le faire sortir du gouvernement. Mais c'est pas fini! Le 18 avril 1942, Pierre Laval revient et prend ses fonctions en tant que chef du gouvernement. Rien que ça. Persuadé d'être le seul Français à pouvoir négocier avec Hitler, il mise tout sur la collaboration qui consiste à prévoir les désirs allemands et à faire des choses sans rien leur demander en retour. Sauf que les Allemands s'en battent les reins. Et c'est pas fini, car Laval annonce à la radio le 22 juin 1942 un discours devenu célèbre. Je cite... « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. » Mais comme cela ne suffit pas, Pétain donne les pleins pouvoirs le 13 novembre 1942. Et c'est là qu'on va parler d'un truc fort sympa. Ceci de l'humour, bien évidemment que ce n'est pas sympa, mais on dira ce qu'on veut, les blagues sur les juifs c'est bien les meilleurs. Au départ, Laval ne reprochait rien aux juifs, malgré qu'il signait tous les lois antisémites. Le 25 juin, les Allemands demandent l'arrestation de 22 000 juifs. Laval collabore. Au départ, les Allemands ne prévoyaient pas la déportation des enfants juifs de moins de 16 ans. Mais Laval, génie qu'il est, insiste pour déporter les enfants, car je cite,
Les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents dans une intention d'humanité. Oui, d'humanité. On lui demandera plusieurs fois de revenir sur cette décision, mais... Et je le cite encore, un seul de ces enfants ne doit rester en France. Laval fait encore 2-3 choses, mais à côté de ce qu'on vient de voir, nous n'en parlerons pas. Pierre Laval est donc le 15 octobre 1945 fusillé pour haute trahison et complot contre la sûreté intérieure de l'État par la Haute Cour de justice. Bien, cet épisode de Masque est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je tenais à vous remercier pour vos retours de la dernière vidéo. J'ai pris en compte les défauts que vous m'aviez donnés et j'espère les avoir réglés et améliorer un peu le contenu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de faire tomber le masque.